Bonjour tout le monde dans cet épisode historique de Nos langues dans ton oreille, puisque c'est un fait, nous sommes maintenant dans l'exception. C'est le seul endroit où on peut mettre une langue dans une oreille et que ça soit toujours très sécurisé. Dans une oreille inconnue. Dans une oreille inconnue en plus. Moi c'est Eric. Moi c'est Isabelle. Et aujourd'hui, comme dans tous les épisodes, nous allons parler bouquins, langue, littérature, langage, autour d'un thème qui est un thème sensoriel, Isabelle. On avait déjà abordé l'odorat, le goût, et puis aujourd'hui on va s'intéresser peut-être à un croisement de deux choses qu'on a déjà vues, c'est-à-dire la chanson et les sens, donc l'ouïe. Et oui, et avant ça quand même, j'aimerais savoir ce que tu as lu d'intéressant depuis la dernière fois, Isabelle. Alors, depuis la dernière fois, ça a été un petit peu costaud niveau boulot, donc j'ai pas lu énormément, mais comme tu le sais, il y a eu une grosse pédale de frein sur le travail ces derniers temps, et je pense que pour notre podcast, ce sera plutôt chouette, parce qu'on va avoir un petit peu le temps de lire. Oui. Et donc là, j'ai un peu dévoré ce week-end quelque chose qui traînait chez ma mère, donc j'étais seule en Picardie, donc pas grand-chose à faire. Et j'ai donc lu quelque chose qu'on m'avait recommandé il y a très longtemps, Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. D'accord. Alors c'est de la littérature jeunesse-ado. C'est très drôle, ça se lit très bien. C'est l'histoire de 3 jeunes filles qui sont élues par un petit con de leur école boudins d'or, d'argent et de bronze. D'accord. Parce qu'elles sont moches. Et Mireille Laplanche, qui est habituellement toujours boudin d'or, apprend cette année-là qu'elle n'est que boudin de bronze, à sa grande déception. Mais bon, elle le prend avec philosophie, mais elle apprend, enfin en fait sonne à sa porte le boudin d'or ou le boudin d'argent de cette année-là. Et donc les 3 boudins vont se rencontrer et décider, pour plusieurs raisons, de gagner Paris à vélo alors qu'elles habitent Bourg-en-Bresse. Et pour financer leur épopée, elles vont vendre du boudin au fur et à mesure. D'accord. Donc c'est un livre assez léger en même temps. Enfin vraiment c'est bien dans l'air du temps. C'est écrit de manière très efficace parce que le narrateur c'est Mireille Laplanche qui est très drôle, qui a vraiment enfin, c'est la gamine un petit peu caustique, pas du tout, c'est pas du tout larmoyant, vraiment, c'est, même elle a vraiment un regard sur le monde rigolo, même sur les autres. C'est un peu cruel parce qu'elle-même, quand elle décrit les autres, elle a bien conscience que, enfin, voilà, elle est pas en mode, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est la beauté intérieure qui compte. Voilà. Rien que pour dire, par exemple, son chat s'appelle Babyboule, et j'adore ce nom. Voilà, donc j'ai lu ça m'a fait bien plaisir, ça m'a fait rire. Je l'ai dévoré en 2 jours. Je pense qu'il me reste 50 pages à tout casser. D'accord. Et voilà, bon, c'était pas une grande expérience littéraire, mais ça fait aussi du bien de temps en temps et en plus, non, c'est complètement condescendant de ma part de dire ça, parce que je pense quand même que c'est très efficace, c'est bien écrit. Il y a des situations auxquelles on ne s'attend pas du tout. Il y a une galerie de personnages vraiment jolie. Donc, c'est juste que c'est une lecture qui se fait de manière facile, mais je pense pas que ce soit une mauvaise lecture pour autant. D'accord. Et toi, as-tu eu des lectures sérieuses, comme le sérieux Eric que tu es? Eh ben, oui. Mais j'ai eu des lectures décevantes. Donc je vais pas en parler trop longtemps, parce qu'il faut toujours mieux parler de ce qu'on a aimé. Tout à fait. Mais donc 2 choses. Suite à sa tribune, je me suis dit que j'allais me remettre à essayer de lire du Despentes, parce que je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, je sais pas quand je me suis formé cette opinion, mais j'avais décidé que j'aimais pas. Et quand j'ai lu la tribune sur les Césars et tout, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a de l'emphase avec laquelle je suis pas forcément... Enfin, je suis pas forcément, j'allais dire en phase, non, avec laquelle dont je suis pas forcément fan, mais j'avais trouvé ça plutôt punchy, et en fait, je crois que, je le dis avant de dire ce que j'ai lu d'elle, parce que j'ai pas fini de lire d'elle, je crois qu'il faudra que je lise King Kong Theory, parce que je pense que je n'accroche pas à son travail fictionnel. Et peut-être que j'aimerais mieux ce qu'elle fait dans l'essai. Parce que j'ai essayé Vernon Subutex, et alors je peux te dire que j'ai pas aimé. Hein. C'est vrai ? Ah, ouais. C'est marrant. Parce j'ai que moi, trouvé ça... Vas-y. Bah, justement, pour moi, c'est le genre de lecture qui se lit tout seul. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai envie de lire
assez facilement. Enfin, et puis Vernon Subutex, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ah ouais. Dans la multiplicité des points de vue. Ah bon? Enfin, moi c'est quelque chose qui me plaît bien en fait, cette Mhm. galerie de personnages. Ouais. Et j'aime bien aussi le fait que ça me bouscule un peu dans ce que moi je peux croire, peux penser. Non, moi j'ai plutôt un beau souvenir de Vernon. Alors ma Mhm. lecture elle remonte à il y a à peu près 2 ans, Ok. mais elle est je la regarde plutôt d'un œil favorable. Ouais, je sais, bah, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, puisque tu m'en avais parlé. Enfin, tu Mhm. m'avais dit que c'était pas mal. Et on va dire pour résumer que j'ai vraiment pas accroché. Justement que les personnages, moi, je les trouve pas si variés que ça. J'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression que la seule qualité que je trouve à ce livre, c'est que il y a un sens du contemporain qui est assez prononcé, mais c'est à la fois une qualité et un défaut dans le sens où le contemporain, c'est ce qu'il y a de plus périssable. Mhm. Et au niveau de son style, on va dire, je trouve que ça sonne faux. Je sais pas comment le dire autrement, mais il y a un côté, je sais pas, j'y crois pas, quoi. Et j'aime pas, en fait. Je trouve que, enfin, j'attends le moment où ça va se reverser vers quelque chose de plus intéressant, mais là, j'en suis à la 120e page. Et je me Oui. demande pourquoi on me raconte tout ça, en fait. J'ai pas encore vu je sais tellement. En fait, j'ai l'impression d'y voir écrit ce que tout le monde exprime comme opinion depuis qu'il existe des réseaux sociaux. Alors je me dis peut-être que c'est ce qu'elle essaye de faire, mais dans ce cas-là, quand est-ce qu'elle s'en détache pour montrer quelque chose de plus, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est voilà, c'est très portrait d'époque ou portrait de génération. J'y retrouve beaucoup de choses de un peu de tous les quarantenaires que je connais, que ce soit donc dans ma famille ou, pas forcément en tant que personnage, mais en tant que point de vue ou en tant que d'anciens collègues ou des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est que ça en fait et peut-être Et que ça te voilà, suffit pas. franchement non, ça me suffit pas parce que c'est bourré de clichés. Je sais pas. J'ai vraiment, enfin voilà, je veux pas en parler plus longtemps parce que de toute façon je l'ai pas fini, Mhm. mais je suis assez déçu. Et l'autre chose que j'ai lu, cette fois-ci, bon c'est moins ah non j'aime pas, mais plus bon je suis un peu perplexe. C'est Sous le soleil jaguar Ah! de Jean-Paul Manganaro. Alors, Manganaro, C'est le traducteur, inspiré d'un texte italien d'Italo Calvino. Et je le dis comme ça d'abord parce que j'aime bien rappeler que une traduction c'est un statut particulier, c'est pas l'œuvre traduite en fait, c'est rarement l'œuvre traduite, enfin ça peut pas en fait. Mais Oui. aussi parce que j'ai l'impression que ce qui m'a moins plu c'est quelque chose de ce que ça devient en français, je sais pas. Malheureusement, je parle pas assez italien pour pouvoir le Alors moi, lire je dans l'ai le découvert texte. en italien. Pour le coup, Ah, c'est cool. voilà, moi c'est un livre que j'ai découvert justement par ma prof de prépa d'italien. Mhm. Big up Madame Eouzan. Et j'ai découvert le texte en italien à l'époque. Bon, aujourd'hui, mon niveau d'italien, il a vraiment périclité. Hein, je dis même Mhm. pas baissé. Vraiment, j'ai perdu énormément. Donc, je pense pas que je serais. Enfin, je me demande si je serais encore capable de le lire en italien. Ouais. Le fait est que bah du coup je l'ai relu en dans la traduction de Manganaro justement Mhm. et bah j'ai retrouvé quand même des souvenirs de ce que j'avais, Ouais. donc je sais pas, mais c'est peut-être parce que je prêtais moins attention à ça. Et donc Ouais, non, qu'est-ce qui t'a déçu? c'est rien en particulier, mais bah, le premier texte, il y a quelque chose que, genre, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui m'ont fait rire quand toutes les nobles, elles ont des noms de stations de métro parisiens, ça, je trouvais ça drôle. Mais en même temps, tous les passages, on va dire préhistoriques, ça m'a gonflé, en fait, la façon de décrire. Je sais pas, il y avait quelque chose dans ce rapport au corps, à la sensualité, la façon dont c'était écrit, où j'ai trouvé que c'était pas très original, mais en même temps, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un filtre et qu'il y avait des choses où c'est ça, j'ai retrouvé des habitudes de traduction qu'on trouve un peu, enfin je sais pas. C'est vraiment pour ça que je me dis peut-être qu'en italien c'est mieux et je vais essayer de lire d'autres choses de Calvino parce que tous les Mhm. pitchs de ses romans ont l'air super cool, ça a l'air de m'intéresser. Donc faut que j'aille voir. En fait, en ce qui concerne Sous le soleil jaguar, Mhm. j'aime beaucoup la première nouvelle, donc Mhm. sur l'odorat. Oui. Celle sur le goût me touche vraiment beaucoup moins. Ouais.
Donc vraiment Sous le soleil jaguar, la nouvelle en tant que telle, c'est celle Ouais. avec laquelle j'approche le moins. Mm. Et ce qui est drôle, c'est que dans la dernière, c'est peut-être celle dont le thème m'intéresse le moins, Ouais. mais dont certains passages m'ont touché le plus. Oui. Donc j'ai isolé certains bouts, Ouais. et vraiment ça, je l'ai envoyé à des copains, tu vois. Ouais. Eh bien, puisqu'on termine par l'évocation d'une nouvelle consacrée à l'écoute, que dirais-tu de passer à notre thème du jour, comme disent les Américains? Parmi donc notre exploration de la sensualité littéraire, nous abordons notre deuxième étape, qui est celle qui passe justement par les oreilles. On a fait la langue, donc maintenant on fait les oreilles. Et alors j'aimerais savoir ce que tu en penses en fait. Est-ce que c'est les mêmes problèmes? Est-ce que c'est un problème généralisé d'expression des sens? Ou est-ce que pour toi la question de l'ouïe et des sons, des bruits, de la musique, de l'écoute se pose différemment dans son traitement par les livres? Alors moi, le fait est que quand j'ai recherché des livres pour nourrir ma réflexion, alors je sais pas si du tout on procède de la même manière quand on charge des extraits, quand on se documente. Moi, je fais vraiment par rapport à ce que j'ai chez moi. Du coup, moi, ça repose énormément sur mes souvenirs, sur des souvenirs que j'ai de lecture ancienne. Ouais. Et j'ai ce filtre-là à prendre en compte dans la mesure où il y a des livres qui me paraissent vraiment propices à développer des réflexions sur l'ouïe. Ouais. Je peux donner un exemple que de toute façon je voulais pas utiliser parce que bon, c'est un peu trop centré sur notre année 2014-2015, mais par exemple la marche de Radetzky, Ouais. voilà, le titre porte le nom d'une musique. Ouais. Alors j'avoue que j'ai même pas encore, je l'ai sorti, hein, j'ai l'ouvrage physique entre les mains, mais je me suis dit que mes souvenirs étaient trop vagues, et ça m'a paru un peu trop gros presque d'aller chercher un extrait là-dessus, et en même temps je trouve ça marrant qu'on ait des titres comme ça qui reposent sur l'écoute. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est vrai que dans celui-là, il y a un endroit très, même si le morceau, donc c'est un roman autrichien pour ceux qui connaîtraient pas, de Joseph Roth, je crois, Roth. Ah, tu le prononceras forcément mieux que moi. Ça se passe en Autriche-Hongrie, et donc la marche de Radetzky, c'est un morceau de Strauss qui est encore énormément, enfin qui est vraiment, c'est l'Autriche moderne, c'est ce morceau quoi. Il y a encore tous les ans à la télé allemande et autrichienne, au Nouvel An, il y a on joue la marche de Radetzky dans je ne sais plus quelle grande salle de Vienne. Donc c'est vraiment un truc culturel. Un marqueur national. Voilà, exactement. Mais j'ai envie de dire, moi tout de suite, si tu me dis ça, j'avais pas pensé à aller le voir, alors que pourtant il est dans ma bibliothèque comme dans la tienne. Mais c'est qu'il y a un moment vraiment qui aurait très bien pu tenir dans notre jeu, d'un paragraphe où au début au début de la partie sur le personnage principal. Dans la formation militaire. Alors moi j'allais dire quand il rentre chez son père et qu'il entend qu'on joue la marche par la fenêtre. Ah voilà. Oui, non, mais c'est parce que j'ai des souvenirs flous, mais effectivement, moi, c'était ce passage-là que je m'apprêtais à chercher. Et puis après, comme j'en avais pas mal, je me suis dit, je vais laisser tomber. Mais je pense qu'on avait le même souvenir. Bah, moi, j'ai la musique dans la tête. Voilà. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était, quand on a parlé de discuter de l'ouïe, je me suis très vite retrouvée à chercher des passages. Enfin, c'est un constat que finalement j'avais que deux types d'extraits, et j'en ai une dizaine. Hein, mais c'était divisé en deux choses. C'était vraiment soit une écoute liée à de la musique. Ouais. Donc, on peut passer. Enfin, voilà, dans les extraits que j'ai pas choisi pour la fin, mais par exemple, il y a chez Proust, il y a la petite musique de Vinteuil, il y avait la marche de Radetzky qui là est un symbole national, et puis voilà, j'ai trouvé d'autres extraits vraiment où c'est de l'écoute musicale, et le contrepoint de ce type de scène, c'est des scènes où un personnage est isolé et entend les bruits d'autres choses.
Ouais. Et c'est toujours ce type de scène-là que j'ai retenu. Alors je sais pas si c'est un défaut, moi, de mes souvenirs, parce que comme je t'ai dit, ma manière de sélectionner les passages, elle repose essentiellement sur les souvenirs, souvent lointains, des livres qui composent ma bibliothèque. Mais voilà, je me suis retrouvée à avoir vraiment 2 catégories de scènes, des choses liées à la chanson et des choses liées à l'isolement. Voilà, musique, chanson, et de l'autre côté, isolement et qu'est-ce qui me parvient des autres quand je suis seule. Et c'est là que tu te dis que on est pile dans l'actualité encore une fois. Effectivement. C'est vrai que moi, je me suis concentré, comme à mon habitude, sur les rapports entre bruit, son, sonorité et langage. Donc plus côté, on va dire quand même côté lecture, mais côté écriture de la lecture, côté qu'est-ce que ça implique, etc. Bah, je comprends bien. Voilà. Bah écoute, parlons musique pour commencer. Oui. Donc au-delà de chercher des extraits et de vouloir voir comment le son était rendu en littérature, moi je me suis aussi posé la question parce que on m'a fait remarquer récemment les pratiques de la maison d'édition Sarbacane, je sais pas si tu vois. C'est justement ceux qui ont édité Les Petites Reines, mais ça je m'en suis rendu compte plus tard. Ils ont choisi de mettre une playlist à l'entrée de leur livre, et ça n'a rien à voir, c'est pas quelque chose qui va être réexploité à l'intérieur du livre, mais en fait ils font des playlists en lien avec leur roman. Donc les Petites Reines, quand tu ouvres, bah t'as la page de garde avec le titre, l'auteur, et puis ensuite tu as l'itinéraire des Petites Reines où on te met la carte du parcours des jeunes filles, et puis t'as, alors c'est pas playlist en fait, ce qu'ils appellent ça bande son, hein, parce que on est en France, et donc tu as Elephant's Time for a Change, Stromae Papa Outé, Jane Birkin Être ou ne pas naître, Indochine, on y revient, 3 nuits par semaine, Johnny Mitchell All I Want, Françoise Hardy Soleil, enfin, voilà, des choses très très éclectiques. Et bah moi je l'ai lu au début, je me suis dit oh bah tiens, est-ce qu'ils veulent qu'on écoute ça en lisant, chose que tu trouves particulier. Non, moi je peux plus. Et finalement moi ce qui m'a fait rire c'est que bah maintenant que j'en suis quasiment à la fin du roman, cette bande son finalement elle fait sens une fois que t'as fini de lire le roman. Et je trouvais ça marrant que à partir d'un roman en fait il se soit dit ah bah tiens ça me fait penser à telle chanson, telle chanson, telle chanson. Ouais. Voilà. Donc moi j'aimais bien que ce soit un peu un clin d'œil au lecteur d'à la fin de se dire pourquoi. Moi j'y voyais presque un petit dialogue. Ah bah est-ce que vous voyez pourquoi on a mis cette chanson là à ce moment-là. Donc voilà, c'était un rapport très matériel à Louis en rapport avec la littérature, mais je trouvais que c'était une petite particularité de ces éditeurs qui finalement m'avait bien plu. Ouais. Et puis ça, oui, disons que ça fait, enfin, c'est une forme d'intertextualité, même si ça plaît pas à tous les lecteurs. C'est quand même intéressant. Bah, alors je recommence. Bah, c'est une façon de mettre le texte lui-même en rapport avec d'autres textes, en fait. Même si, moi, par exemple, je veux qu'on me foute la paix à mes oreilles pendant que je lis, quoi. Oui, mais je suis pas sûre qu'on te suggère d'écouter ça en lisant. Ouais. Moi, je le vois plutôt comme un clin d'œil post-lecture. Une fois que t'as fini, j'ai l'impression que c'est un jeu entre les éditeurs et le lecteur. Ouais, en gros, c'est des chansons pour se rappeler de l'histoire après, ou... D'autant plus que c'est quand même une littérature qui se destine à un public jeune. Donc moi j'aime aussi le côté ludique, et puis peut-être aussi la possibilité de faire découvrir. Enfin, il y a peut-être aussi un petit côté prosélyte, tu vois. Je me dis les lecteurs des Petites Reines, et je pense qu'ils sont nombreux. Peut-être qu'ils connaissent pas tous Johnny Mitchell, Nancy Sinatra. Ouais. Voilà. Un espèce de truc, sans parler de prosélytisme, simplement c'est de la culture, quoi. Oui, non mais j'entends bien, mais c'est parce que le mot me fait rire. Ouais. Mais voilà. Donc moi je pensais vraiment à tous les aspects matériels, éditeurs. Je pensais par contre pour les choses qu'on est censé écouter en lisant à comment ça s'appelle, La Horde du Contrevent de Damasio, que tu aimes tant. On fera un épisode un jour sur ça parce que
Peut-être, Je comprends peut-être. vraiment pas le succès que ça a. Ah ouais. Euh, Enfin bon, bref, le fait est que normalement, il me semble que, pas l'édition de poche, mais la grande édition, Mhm. est souvent vendue avec un CD qui est censé être écouté en même temps qu'on D'accord. lit le livre. Mhm. Alors moi j'ai essayé de le faire et puis ça m'a Mhm. pas emballé, Ouais. mais c'est une possibilité aussi. Donc voilà, sans rentrer dans le texte, moi je trouvais qu'il y avait, enfin voilà, mon petit dada c'est aussi comment on reçoit l'objet livre Mhm. et c'est vrai que j'ai pensé à ces deux éléments-là quand on parle de d'ouïe, Mhm. c'est moche à dire, Ouais. et de littérature. Effectivement, ouais, il y a un côté accompagnant. Moi, j'y pensais à l'époque où j'écoutais encore de la musique en lisant, je me disais, mais quel luxe d'avoir la technologie qui permet d'écouter un disque pendant qu'on lit un livre. Tu vois, enfin, je sais pas, ça me paraissait hallucinant, historiquement parlant. Si tu transposes ça, en même temps non, parce que les gens, on peut, enfin, c'est plus. Je pense que c'était vraiment, j'écoutais un truc orchestral en fait, et je me Oui. disais, je suis en train de faire deux choses en même temps là, et je suis, tu vois, je sais plus. Ça me paraissait quand même être un luxe, quoi, un luxe technologique par rapport à il y a 100 ans ou plus. Après, c'est vrai que rien n'empêchait les gens de lire pendant que quelqu'un d'autre jouait du piano dans la même pièce, mais au 19e ou même avant, des luttes et tout. Mais j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, il y avait quelque chose d'un peu grisant dans le fait de mélanger toutes ces expériences justement sensorielles en même temps. Mais c'est pas pour ça que je n'écoute plus de musique en lisant. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une question de concentration. Donc, ouais, une question de concentration. Et d'ailleurs, je pense que c'est comment dans la manière dont sont rapportés les sons, je vais revenir à mon obsession de Mhm, l'opposition entre la musique et les bruits perçus par quelqu'un d'isolé. mhm, J'ai l'impression que la littérature ne, ne décrit justement que les sons d'une écoute active. Donc, mhm, soit écouter de la musique, soit quand on est isolé et qu'on a besoin de percevoir ce qui se passe autour de nous, ou mhm, alors, et c'est encore narratif, c'est le cri. Enfin, j'ai mhm, l'impression que le son, autre que ces deux formes d'écoute active, le seul son qui va surgir dans un récit sans que ce soit une écoute active de la part des personnages, c'est le cri. mhm, Dans une littérature, peut-être dans une littérature fantastique, d'horreur ou, enfin je sais pas. Moi mhm, j'ai l'impression que c'est le seul cas où mhm. j'ai pu trouver des scènes autres qu'une écoute active, où le son nous parvient comme ça euh, Ouais, spontanément. ouais. Et c'est en cela peut-être qu'il avait une distinction avec le goût et, et l'odorat, parce que j'avais l'impression que par exemple l'odorat, il s'imposait davantage au, au personnage. Mhm. Et puis l'odorat, je pense que le constat qu'on avait fait, c'est qu'il était souvent là pour faire couleur locale, Mhm. pour détailler, alors que l'impression que tu as, si je comprends bien, c'est plutôt que l'ouïe, elle est mobilisée vraiment en tant que sujet et objet du propos, quoi. Voilà. Hmm. Oui. Le, j'ai l'impression que c'est encore plus symbolique, tu vois. Hmm. Hmm. L'odeur, elle va poser un décor, Hmm. alors que ce qu'on écoute, elle va raconter quelque chose. Parce que soit elle va émaner d'un personnage ou d'une action, enfin, Hmm. euh, voilà, on parlait de la marche de Radetzky, c'est un symbole national, c'est écouté par le personnage principal, Ouais. et ça raconte quelque chose, c'est un symbole. Hmm. J'ai l'impression que s'il rentre dans une pièce et qu'il dit ça sent la poussière, voilà, ça nous décrit l'endroit où il est. Mais ça a peut-être un peu moins une portée symbolique. Ouais. Non, bah en gros, la musique, elle n'a de sens que celui qu'on lui apporte déjà, et du coup, peut-être qu'on est déjà culturellement préparé à trouver du sens, à ajouter du sens à de la musique, ce qui fait que Oui, quand un écrivain s'en saisit, c'est moins souvent pour la musique en elle-même et ce qu'elle lui fait sensoriellement, oui. euh, que l'odorat qui est moins culturel en fait. D'accord. Euh,
Mais je pense que c'est aussi parce que on fait pas un dictat. Enfin, on est tout de suite parti sur la musique et Mhm. et justement Louis, c'est pas que ça. Ah bah oui, complètement. Mais alors oui, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas un autre moyen que cette évocation de l'écoute attentive, en fait. Et j'aimerais appeler à la barre un contre-témoin Oui, euh, culturel qui s'appelle harmonie imitative. oui. Qu'entends-tu par là? L'harmonie imitative, ça se résume à dire que le, les phonèmes Ah euh, oui. sont là pour imiter un son ou un bruit. Ah, j'entends ce que tu veux dire. En même temps, Voilà. moi j'aime bien. Oui, mais en fait, il faut se demander la pertinence de ce truc et la hiérarchie entre les sons, le sens, etc. Parce que souvent, quand tu vois comment c'est traité dans les manuels, par exemple, on dirait que le poème, il est fait pour imiter un son. Bah moi je vois le Euh, Corneille. Moi c'est Corneille qui sont ces 6 serpents qui sifflent sur vos têtes. alors, je suis ravi que tu abordes. Donc, c'est Racine, hein. C'est Racine C'est ou... dans Andromaque. Et, euh, et en fait, justement, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? C'est la tarte à la crème des tartes à la crème de l'harmonie imitative, Mhm. parce qu'on dit que ce vers est fait pour imiter le bruit des serpents. Oui. Et, et quel intérêt médiocre que simplement d'avoir un petit gadget à la fin d'une tragédie. Non, je plaisante à moitié, mais en fait, si le but c'est simplement d'avoir saupoudré une imitation bon, pourquoi les serpents, etc. En fait, ce qui se passe dans ce vers-là, effectivement, il y a toute une chaîne prosodique sur ces S, renforcée par... Enfin, il y a tout un truc entre les S, les I, etc. Et les AN. Mais déjà, oui, on entend ça parce qu'il y a le mot serpent dedans. Et, Oui. et en fait, surtout le problème de l'harmonie imitative, je vais revenir à cette phrase après, c'est que ça réduit la sonorité d'une phrase à l'évocation d'autre chose enfin, à l'évocation d'un son non langagier. Et or, quand tu étudies un petit peu Andromaque de Racine, c'est pas moi qui le dis, hein, je le prends dans un bouquin, mais en fait, ce vers, effectivement, il concentre sur lui tout un tas de contre-accents, voilà, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, mais serpent, c'est un mot fort de la tragédie Andromaque. Ça arrive au début, ça métaphorise la problématique de Pyrrhus qui héberge en son sein le serpent, etc., comme lui dit Oreste au début de la pièce. En fait, il y a une chaîne de signification qui se tisse entre les mots de la pièce, entre serpent, entre serment et entre sang. Et tous ces réseaux, tous ces jeux d'échos, de rimes en fait internes, Mhm. euh, qui traversent vraiment la tragédie, se réunissent ici sur le mot serpent à la fin de la pièce où Oreste devient fou parce qu'il a accompli le destin et tous les serments trahis, le sang aussi qui revient dans des chaînes d'écho comme ça. Bon, là, je vais pas vous faire le détail, mais en fait, quand tu t'arrêtes à cette phrase et que si la seule chose qu'on se dit quand on s'arrête à cette phrase, c'est ça imite les serpents, on passe complètement à côté de tout ce qui fait l'intérêt de la phrase de Racine, en fait. Oui, mais est-ce qu'on peut pas... Comment? On ne peut pas ne pas le remarquer, il me semble, quand même. On peut pas balayer la table en disant ça... Il y a quand même quelque chose de l'ordre du voulu, il me semble. Bah, je pense pas que le voulu soit un critère très pertinent pour étudier la signifiance d'une œuvre, déjà, de base. Moi, je pense que ce contre quoi on bute quand on est face à cette phrase-là, c'est plus une tradition, justement, d'explication. Et un rapport au langage et à la poésie. Enfin, de toute façon, le problème n'est pas que ça y soit ou pas, le problème c'est euh, quelle lecture on en fait et
le problème d'une lecture qui va chercher le gadget, moi, c'est pas par principe que ça me dérange, mais c'est parce que c'est une lecture qui Qui est limité une fois qu'on a dit ça. qui ne mène à rien d'autre qu'à sa propre identification. On prétend que c'est le son qui détermine le sens, alors que c'est l'inverse, c'est toujours l'inverse. On trouverait pas que que ça évoque cette chose-là s'il y avait pas des mots qui l'évoquent au niveau du sens. Voilà. D'accord. Et c'est pour moi vraiment, c'est ce qui a guidé mes réflexions, c'est toute la difficulté du son par rapport enfin des sonorités, des bruits, etc. par rapport à l'écriture, c'est que ils entrent en conflit avec une autre utilisation, une autre manifestation du sonore, qui est la parole. Oui. Donc il y a concurrence en fait dans la littérature. Pour moi, c'est un problème à poser. Jusqu'à quel point est-ce que c'est la même chose de parler de son dans un texte en fait, où s'arrête la parole qui parle du son et où commence l'évocation du son qui est du son. Oui, et justement, je pense que c'est presque quelque chose sur lequel on s'est pas assez penché, et moi-même, j'y avais pas pensé avant de discuter avec toi, là. Donc, on est passé par la musique, on est passé par les sons que produisent, on n'a pas tant parlé que ça des voix. Mm-hmm. Et il me semble que c'est quand même... mais comment tu vas rendre une voix? Moi j'y pense parce que... alors c'est un extrait, je cherchais des extraits pour la troisième partie. Ouais. Et j'ai regardé un petit peu la trilogie de Paul Auster, The New York Trilogy, mais j'ai pas de version traduite. J'ai que le volume en anglais chez moi. Et justement, c'est un livre où il y a un personnage qui parle d'une manière étrange, et pour le fait, c'est de toute façon un personnage à qui qu'on a essayé de priver le langage. Enfin, je sais pas si tu as lu cette trilogie. Non, j'ai pas lu Paul Auster. Mais donc dans The New York Trilogy, c'est 3 nouvelles qui ont des thèmes très 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 communs. Et dans la première, on nous aborde un personnage qui se présente. Alors sur 3 pages différentes, tu as My name is Peter Stillman. 2 pages plus loin, I'm Peter Stillman, that is not my real name. Et 2 pages plus loin, perhaps I'm Peter Stillman and perhaps I am not. My real name is Peter Nobody. Et il y a vraiment une expression... Enfin, ce personnage, il a une voix étrange, et il me semblait qu'à un moment, on parle de sa voix comme métallique, mais alors ça, je pense l'avoir inventé. J'ai pas réussi à retrouver la phrase de narration qui qualifie sa voix. Et donc, je sais pas si c'est moi qui ai créé ce souvenir, ou si c'est un oubli de ma part. Mais si c'est moi qui l'ai créé, c'est intéressant, parce que ça veut dire que le souvenir du dialogue que j'ai était suffisamment fort pour me suggérer un élément narratif, en fait. Ouais, et même plus que ça, c'est-à-dire que la façon dont il a écrit les paroles de ce personnage tiennent lieu, il a même pas besoin de le décrire, en fait, parce que sa voix concrétise, enfin c'est assez magique. Ça me donne très envie de le lire. Je pense que bientôt, je dirais que j'ai lu Paul Auster. Donc voilà, donc on a beaucoup parlé, on a fait beaucoup de bruit. Je pense qu'il est temps justement de se faire deviner des petites choses. Ah oui, très envie. Et on va voir si nos sélections retombent un peu sur ce qu'on a pu blablater pendant ces quelques temps. Parce que si ça complète ou si ça vient confirmer nos petites pistes. Donc voilà. Ok. Je t'écoute, et c'est le cas de le dire. Sans doute, je devins alors très pâle. Mais je bavardais encore plus couramment et en haussant la voix. Le son augmentait toujours. Et que pouvais-je faire ? C'était un bruit sourd, étouffé, fréquent, ressemblant beaucoup à celui que ferait une montre enveloppée dans du coton. Je respirais laborieusement. Les officiers n'entendaient pas encore. Je causais plus vite, avec plus de véhémence, mais le bruit croissait incessamment. Je me levais et je disputais sur des niaiseries, dans un diapason très élevé et avec une violente gesticulation, mais le bruit montait toujours. Pourquoi ne voulait-il pas s'en aller ?
J'arpentais çà et là le plancher lourdement et à grands pas, comme exaspéré par les observations de mes contradicteurs. Mais le bruit croissait régulièrement. Ô Dieu, que pouvais-je faire? J'écumais, je battais la campagne, je jurais, j'agitais la chaise sur laquelle j'étais assis et je la faisais crier sur le parquet. Mais le bruit dominait toujours et croissait indéfiniment. Il devenait plus fort, toujours plus fort. Et toujours les hommes causaient, plaisantaient et souriaient. Était-il possible qu'ils n'entendissent pas? Dieu Tout-Puissant! Non, non, ils entendaient, ils soupçonnaient, ils savaient. Ils se faisaient un amusement de mon effroi. Je le crus et je le crois encore. Mais n'importe quoi était plus tolérable que cette dérision. Je ne pouvais pas supporter plus longtemps ces hypocrites sourires. Je sentis qu'il fallait crier ou mourir. Et maintenant encore, l'entendez-vous? Écoutez, plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Misérable, m'écriai-je, ne dissimulez pas plus longtemps. J'avoue la chose. Arrachez ces planches, c'est là, c'est le battement de son affreux cœur. Alors là, je sais ce que c'est. Je pense même pouvoir faire le tableau complet. Il me semble que c'est le cœur révélateur de Poe. Et te connaissant, c'est la traduction de Charles Baudelaire. Bah, me connaissant, oui. Oui, mais je pense qu'il y en a pas d'autres en plus. J'allais dire, bah, il y en a sûrement d'autres, mais elles sont moins bien. Ben, j'ai pas lu Poe dans la langue, donc je l'ai toujours lu à travers Baudelaire. Et par contre, je retrouve Baudelaire dans l'écriture. Mais donc voilà, là, je savais très bien parce que ce texte m'avait été lu à voix haute par mon prof de 3e et il m'avait fait forte impression. Et voilà. Et je l'ai longtemps confondu avec un texte de Victor Hugo, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Je trouvais que c'était le même délire en fait. Donc c'est vrai, la culpabilité. Ouais. Ils sont restés longtemps confondus dans ma tête. Je pensais que c'était le même texte. Bon, et bah à toi. Bah c'est parti. Je vais choisir un texte plus court, mais à savoir que j'en ai enlevé une petite parenthèse. D'accord. Voilà. Enfin, c'est pas une parenthèse, c'est moi qui mets entre parenthèses quelque chose. Voilà. D'accord. Mais j'ai coupé le texte à l'intérieur. Ok. Donc, situation présente. Cette chambre semble être à moi. Je ne m'explique pas autrement qu'on m'y laisse. Depuis le temps. À moins qu'une puissance quelconque le veuille. Cela est peu vraisemblable. Pourquoi les puissances auraient-elles changé à mon égard? Donc là, je passe 2 phrases. J'ai peut-être hérité de la chambre à la mort de la personne qui y était avant moi. Je ne cherche pas plus loin en tout cas. Ce n'est pas une chambre d'hôpital ou de maison d'aliénés, ça se sent. J'ai prêté l'oreille à diverses heures de la journée, sans jamais rien entendre de suspect ou d'inusité, mais toujours les bruits paisibles de l'homme en liberté, se levant, se couchant, se faisant à manger, allant et venant, pleurant et riant, ou bien rien. Il y a quelque chose dans non, je sais pas. Alors, c'était un extrait de Malone de Beckett. C'est le tout début du livre. D'accord. Malheureusement, j'avais pas l'Innommable. J'ai pas le volume de l'Innommable. Je sais pas ce que j'en ai fait. Pour ceux qui nous écoutent, Malone c'est le 2e tome d'une trilogie de romans de Beckett qui commence par Molloy. Enfin, moi je dis Molloy, mais d'autres disent Molloy. On a Molloy, Malone et l'Innommable. Et alors c'est des personnages différents, mais il y a visiblement un même type de personnage qui serait potentiellement même le même, qui est dans une dégradation, une dilution de son identité progressive. Donc dans Molloy, on a un handicapé avec des béquilles qui essaye quand même de faire du vélo. Dans Malone on a un personnage qui est allongé dans une chambre. Et dans l'Innommable, on a un personnage qui est privé de tout repère visuel et sensoriel. Enfin, il sait pas dans quelle position il est. Il sait pas s'il est assis, couché, debout. Il est dans le noir total et il pense. C'est vraiment une entité pensante, c'est tout. Et donc, ce Malone il se réveille dans une chambre inconnue, plus ou moins paralysé, et il cherche à identifier ce qu'il fiche là. Ouais. Donc voilà, d'où les hypothèses sur où il est et où son enquête passe par les sons qu'il peut percevoir. Ouais. J'allais dire, c'est cette écoute attentive et qui mène l'enquête. C'est un peu l'angle dans lequel le prend Calvino aussi. J'ai l'impression qu'à travers toute sa nouvelle, c'est ce même truc c'est une recherche. En fait, ça tient lieu. L'ouïe remplace la vue. Mais en fait, elle en assume les mêmes fonctions. Du coup, c'est pas vraiment une ouïe pour elle-même.
Oui, et justement, j'avais isolé, c'est parce en début, on a parlé de Sous le soleil jaguar, donc je l'ai éliminé, mais j'avais sauvegardé un extrait également de la nouvelle Ouais. de Calvino, où il se rend compte que sa perception auditive est personnelle et qu'il ne peut pas la transmettre aux autres. Oui, voilà. Et pourtant, tu es le roi. Si tu cherches une femme qui vit dans ta capitale, reconnaissable à sa voix, tu seras bien en mesure de la trouver. Lance tes espions, donne l'ordre de fouiller toutes les rues, toutes les maisons. Mais qui la connaît cette voix? Toi seul. Personne ne peut accomplir la recherche à part toi. Voilà. Dès qu'un désir à réaliser se présente enfin à toi, tu te rends compte qu'il ne sert à rien d'être roi. J'aime beaucoup cet extrait. Voilà. Sur Très ce, bien. je laisse tomber mes correspondances et je te laisse la parole. Je vais aussi faire une parenthèse. Fort bien. Soudain, la brise tombe. Un calme sans haleine s'établit sur les flots qu'un dieu vient endormir. Mes gens se sont levés. Dans le creux du navire, ils amènent la voile et, s'asseyant aux rames, ils font blanchir le flot sous la pale en sapin. Alors, de mon poignard en bronze, je divise un grand gâteau de cire. À pleine main, j'écrase et pétris les morceaux. La cire est bientôt molle, entre mes doigts puissants. De banc en banc, je vais leur boucher les oreilles. Dans le navire alors, ils me lient, bras et jambes, et me fixent au mât, debout sur l'emplanture. Puis chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups. Nous passons en vitesse, mais les sirènes voient ce rapide navire qui bondit tout près d'elles. Soudain, leurs fraîches voix entonnent un cantique. Je passe le cantique. Elles chantaient ainsi et leurs voix admirables me remplissaient le cœur du désir d'écouter. Je fronçais les sourcils pour donner à mes gens l'ordre de me défaire. Mais, tandis que, courbés sur la rame, ils tiraient, Euryloque venait, aidé de Périmède, resserrer mes liens et mettre un tour de plus. Alors, bon, c'est l'Odyssée. C'est l'Odyssée. Tu attends une traduction particulière? Non, enfin, moi je peux la citer, mais en fait, je voulais surtout qu'on aborde un aspect. J'ai été très surpris, en fait, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, c'est la traduction de Victor Bérard, qui est une traduction très classicisante. C'est la traduction de la Pléiade, en tout cas actuellement, celle que j'avais. Mais en fait, c'est la raison pour laquelle je l'évoquais, c'est que on se dit les sirènes, on voit Astérix, les chants, etc. Est-ce que tu vois pourquoi je l'ai retenu? Moi, ce qui m'a interpellée, c'est le grand poignard de bronze au départ. J'étais pas du tout partie dans l'univers de l'Odyssée. Ouais. Bon, après, dès que j'ai eu l'idée de boucher les oreilles par les boules de cire, bah voilà, je me suis dit bon, c'est l'Odyssée. Mais est-ce que c'est ça qui t'a décidé à choisir cet extrait? Ah bah non, j'ai même hésité à l'enlever, mais en fait je le gardais parce que t'as tous, en gros c'est ça. Enfin, j'aurais pu rajouter. Elles chantaient ainsi et leurs voix admirables. Non, ça j'ai dit. Nous passons et bientôt l'on n'entend plus les cris ni les chants des sirènes. Mes braves gens alors se hâtent d'enlever la cire que j'avais pétrie dans leurs oreilles, puis de me détacher, et c'est fini. C'est ça les sirènes en fait. C'est trois paragraphes. Et en fait, ce qui me frappe, c'est le silence. Y a très peu de notation auditive. Et même leurs voix, elles sont fraîches. Donc c'est particulier. Alors c'est peut-être un effet de traduction aussi, parce que Victor Bérard, il traduit pour avoir les 12 syllabes. Mais donc il y a fraîche voix, et après voix admirable. Et il n'y a absolument pas de tentative de transcription. De transcription, de donner à sentir la voix des sirènes. L'envoûtement ici est indicible en fait. Ouais, l'envoûtement, en fait, c'est quasiment comme si Ulysse garde pour lui le secret du chant des sirènes, parce qu'il le raconte. C'est lui qui dit, il parle à la première personne, il est en train de le raconter chez Alkinos, et nous-mêmes, spectateurs de ce récit, on peut pas avoir accès à ce son. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de description du chant des sirènes. C'est le chant des sirènes, il est irrésistible, mais finalement, il y a un élu qui va y avoir accès. Voilà. J'avais trouvé ça assez chouette. D'accord. Non mais oui, c'est vrai que c'est super intéressant, j'avais pas pensé à ça, surtout que c'est pas un extrait sur lequel je me suis déjà repenchée. Et ouais, non, c'était chouette. Au-delà de l'identification, c'est vrai que j'aurais pas pensé, j'ai même pas pensé à cet extrait, alors que c'est vrai que quand on parle d'Ouïe,
Il aurait pu popper un peu plus vite. Voilà. Eh ben, je t'écoute. Alors... Je suis tout oui. Je me réveille vers 1h du matin. Insomnie ou bruit du dehors? Le cri de la bête du bon Dieu retentit avec une résonance sinistre au fond du parc. Je me lève, j'ouvre ma fenêtre. Vent froid et pluie, ténèbres opaques, silence. Je referme ma fenêtre. La nuit est encore déchirée par la bizarre clameur. Je passe rapidement un pantalon, un veston. Il fait un temps à ne pas mettre un chat dehors. Qui donc, cette nuit, imite, si près du château, le miaulement du chat de la mère à genoux? Je prends un gros gourdin, la seule arme dont je dispose, et sans faire aucun bruit, j'ouvre ma porte. Voilà. Alors, je vais pas trouver un nom, mais ça me parle beaucoup plus que le premier extrait. Alors que pourtant, non, Malone Meurt, je l'ai pas lu, mais il y a vraiment un truc. Non, ça... Pas du tout? Non. Eh ben, c'est Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. D'accord, ok. Et donc, si je te refais la première phrase, en fait, c'est la nuit dernière, nuit du 29 au 30 octobre, écrit Joseph Rouletabille, je me réveille vers 1h du matin. Et ça, je l'ai choisi parce que c'est un livre que j'ai usé quand j'étais au collège, mais vraiment. Quand je l'ai découvert quand j'étais en 5e, et j'ai dû le lire 3-4 fois, j'adorais ce livre. Et lors de ma première lecture, le cri de la fameuse bête du bon Dieu me terrorisait. Mais vraiment, c'était quelque chose qui m'effrayait, mais d'un point, enfin, ce roman me faisait peur pour ça. Et en fait, il s'avère que la fameuse bête du bon Dieu, c'est un dindon. Donc ça n'a rien d'effrayant, en fait. Mais en fait, il y a vraiment ce cri du dindon ou du chat la nuit. Voilà, ce cri bizarre au fond de la nuit qui me terrorisait, alors que c'est un bruit de dindon en fait, donc c'est ça qui est drôle. C'est assez effrayant. Oui, mais voilà, la manière dont c'est décrit, je trouvais ça très drôle que Gaston Leroux, il arrive à terroriser des gamines avec un bruit de dindon en fait, dans la manière dont il le décrit. C'est drôle, mais parce que j'aurais pu lire un extrait. Moi, je préférais me centrer sur la bête du bon Dieu, mais 2 pages plus loin, t'as tout un truc sur j'écoute rien, aucun bruit, pas même celui d'une respiration. Ah, savoir ce qui se passe dans le silence qui est derrière cette porte. Mes yeux sur la serrure m'apprennent que cette serrure est fermée à clé, et la clé est dedans. Et dire que l'assassin est peut-être là. Enfin voilà. Et j'aimais bien toute l'atmosphère. En fait, le deuxième extrait, je l'ai trouvé en cherchant le premier. D'accord. Et voilà, je voulais te parler de cette fameuse bête du bon Dieu qui m'a fait si peur. Voilà, je t'écoute. À petits pas glissés arrivent d'abord les musiciens et les hommes du chœur. Les premiers se placent au fond de l'estrade, sur une partie pour eux délimitée par un changement de dessin du parquet, appelé causa. Il y a une flûte, 2 tambourins doubles en forme de sablier, un petit qui se tient sur l'épaule droite, un plus grand qui se tient sur le genou gauche, et qui, heurtés avec violence par les doigts à plat, produisent une espèce de détonation sèche. Plus, pour les apparitions de dieux, de démons et de fantômes, un tambourin à baguette. C'est tout. Les instruments à coups sont là pour donner le rythme et le mouvement. La flûte funèbre est la modulation par intervalle à notre oreille de l'heure qui coule. Le dialogue par derrière les acteurs de l'heure et du moment. À leur concert viennent souvent s'ajouter de longs hurlements poussés par les musiciens sur 2 notes, l'une grave et l'autre aiguë. Houkou, houkou. Cela donne une étrange et dramatique impression d'espace et d'éloignement, comme les voix de la campagne pendant la nuit, les appels informes de la nature, ou encore c'est le cri de l'animal qui se travaille obscurément vers le mot, la poussée sans cesse déçue de la voix, un effort désespéré, une attestation douloureuse et vague. Alors là, ouf. La poussée sans cesse déçue de la voix, qu'est-ce que ça peut être ça? J'arrive même pas à savoir dans quel genre littéraire tu es. J'arrive pas à savoir si c'est un essai, si c'est un poème. T'avais cru que t'allais l'avoir facile, avec l'Odyssée et Edgar Poe et tout, mais non, le grand chelem, il est pas pour aujourd'hui.
Bah, en même temps, là, tu m'avais fait des cadeaux, hein, donc il fallait bien un peu de... Il fallait bien un petit peu de challenge. Mais effectivement, là... alors, au début, on est sur une histoire... La description d'un orchestre, me semble-t-il. Alors, mais là, vraiment, je te dis, même en termes de genre, je ne vois pas si... sur ce que tu es. C'est normal. C'est normal. Hey B. Je vais pas aller loin avec ça. Alors, il y avait une histoire de démon aussi à un moment. Ouais. Pour les apparitions de dieux, de démons et de fantômes, un tambourin à baguette, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça que j'avais mon histoire de tambourin qui m'avait marqué. Non, là, je pense qu'il faut que tu me révèles ce que c'est. Très bien. Alors, le livre s'appelle L'oiseau noir dans le soleil levant. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est un recueil d'essais, d'articles de Paul Claudel, qu'il a écrit lorsqu'il était attaché de l'ambassadeur au Japon. Et là, en fait, c'est un des articles qu'il consacre au théâtre No. Ah, bah écoute, effectivement, Voilà. Et alors, justement, on parlait d'onomatopée, le houkou, ça va pas du tout. Mais je l'ai lu comme l'aurait lu un lecteur, mettons, des années 30 qui voit ça. Mais moi qui ai étudié un petit peu le no, etc., je vois très bien de quoi il parle, mais c'est vrai que houkou, je me suis dit, est-ce que je le fais... est-ce que je le lis en onomatopée, comme je l'ai fait, ou est-ce que je le lis en imitation du bruit ? Et du coup, quel est le bruit ? Et alors, pour toi, je vais l'essayer maintenant. Pour nos auditeurs, je remplacerai peut-être par un vrai son de vrai musicien de no, mais ça fait un truc du genre oh comme ça, oh yo, comme ça. Et donc t'as plusieurs. Non, je mettrai le son. Ok. Et c'est quoi ? Qu'est-ce qui produit ce son ? C'est une voix ? C'est le musicien. Ouais, c'est ceux qui jouent des tambourins. Enfin, c'est ceux qui jouent des tambours en fait qui poussent des cris en fait par moment. D'accord. C'est très étrange. Le no, c'est super étrange. Hein. Je mettrai un petit bout notre outro aujourd'hui, ce sera un bout de no, en espérant qu'on se fasse pas striker. Normalement non, parce que c'est sur YouTube, mais bon. Donc je mettrai, voilà, comme ça vous pourrez vous faire à l'oreille. Le houkou. Le houkou, voilà. Mais et je le prendrai dans le truc dont il parle lui. Mais c'est très étrange parce que même la flûte, c'est pas très mélodieux, quoi. Et en même temps, c'est musical. D'accord. Et du coup, là, ce qui t'intéressait, c'était justement cette onomatopée qui ne retranscrit pas ce qu'est le son. Non, en fait, ce qui m'intéressait, c'était sa description de la musique, donc l'onomatopée entre autres, mais c'est surtout la phrase de la fin. Moi, j'ai trouvé ça, j'avoue, j'ai trouvé ça très beau. Tout ce qui vient après l'onomatopée, en fait. Cela donne une étrange et dramatique impression d'espace et d'éloignement, etc., etc. Le cri de l'animal qui se travaille obscurément vers le mot, ça, je trouve ça génial, en fait. Mais d'accord. Voilà. Bah, je vais aller écouter ça, déjà. Voilà. Et Claudel, on peut dire ce qu'on veut, il a emprisonné sa sœur, etc., mais c'est une écriture assez unique. À chaque fois que je reviens chaque fois que j'en relis, je me dis, putain, c'est quand même spécial, quoi. C'est quand même beau. Mais là, pour le coup, je pense qu'il me manque l'objet décrit, mais du coup, j'ai envie, la manière dont tu me le décris me donne envie d'aller voir ce que ça va être. Parce que j'ai vraiment aucune représentation. Alors, j'ai jamais lu Claudel, ouais. J'ai jamais vu du théâtre de No, et théâtre No. Ouais. Donc, ça fait, c'est un ensemble d'étrangetés pour moi. Eh ben, je te filerai des refs. Mais avant ça, tu as ta part du travail à faire. Le petit dernier. Alors, ce qui rendait la cassette si spéciale pour moi, c'était cette chanson en particulier, Plage numéro 3. Elle est lente, fin de soirée et américaine. Et il y a un passage qui revient sans arrêt. Judy chante « Oh bébé, mon bébé, auprès de moi toujours ». J'avais alors 11 ans et je n'avais pas écouté beaucoup de musique, mais cette chanson-là, elle me prenait vraiment aux tripes. J'essayais toujours de laisser la bande-son à cet endroit précis pour pouvoir la mettre chaque fois que l'occasion s'en présentait. Je n'avais pas tellement de possibilités, vous voyez, car cela se passait quelques années avant l'apparition des baladeurs dans les ventes.
Il y avait un gros appareil dans le mode de billard, mais elle était toujours pleine de monde. Dans la salle de billard, mais elle était toujours pleine de monde. Aussi, je ne m'en servais presque jamais. La salle de dessin aussi avait un lecteur, mais l'endroit était généralement aussi bruyant. Notre dortoir était le seul lieu où je pouvais écouter convenablement. Qu'avait cette chanson de si spécial ? Eh bien, en réalité, je n'écoutais pas les paroles comme il faut en ce temps-là. J'attendais juste le passage « Bébé, mon bébé, auprès de moi toujours ». Voilà. Et j'ai presque triché. T'as presque triché. Oui, non mais je me rends compte que je pense que tu ne peux pas deviner l'extrait. Ah bon ? J'ai pas la ref. Tu n'as pas la ref, sinon tu aurais déjà identifié l'extrait. Bah, je t'écoute alors. Et voilà, ta non-réponse immédiate fait que tu ne connais pas le livre, parce que le titre est dans l'extrait. Ah oui, non, alors je connais pas, non. Alors, la traduction française que je trouve assez maladroite, c'est donc « auprès de moi toujours ». Alors que, voilà, le titre anglais c'est « Never Let Me Go ». Ah oui, rien à voir. Et c'est une œuvre de Kazuo Ishiguro. Ok. Qui est un livre qui m'a été offert, je connaissais pas du tout. C'est celui qui a écrit Les Vestiges du Jour. D'accord. Je sais pas si tu Que sont les Vestiges du Jour? Alors, Les Vestiges du Jour, ça a été adapté aussi à l'écran avec Anthony Hopkins. Okay. Alors, moi, justement, je l'ai aussi découvert en cours d'anglais, Kazuo Ishiguro. C'est un écrivain de langue anglaise né à Nagasaki et qui fait, par exemple, il y a vraiment une atmosphère très, et attention à ce que je veux dire, très anglaise dans ses livres. Ouais. En même temps, c'est un auteur anglais, donc forcément. Mais t'as vraiment cette campagne anglaise que tu pourrais retrouver dans les autrices du 19e siècle. D'accord. T'as cette campagne anglaise, ces cottages, et en même temps, alors c'est difficile de le présenter sans le révéler, auprès de moi toujours, c'est de la science-fiction sans la science-fiction. C'est de la science-fiction racontée par Jane Austen. D'accord. C'est très délicat, c'est un livre d'anticipation, mais vraiment raconté sans les sans les caractéristiques habituelles de la science-fiction. D'accord. En fait, c'est vraiment voilà, c'est de l'écriture réaliste. Moi j'y vois du Tess d'Uberville. Voilà, voilà, c'est raconté comme Tess d'Uberville, mais c'est de la science-fiction. Donc il y a des métaphores incroyables sur la tragique condition humaine et féminine. C'est un peu ça. Pas féminine, mais sur la condition humaine. Et donc l'extrait que j'ai choisi, et donc je t'ai dit, je sais que tu ne connais pas le livre parce que sinon tu aurais tout de suite tilté, parce qu'on répète 3 fois, et j'en ai éliminé parce que elle répète plusieurs fois. Donc quand elle cite la chanson, j'ai coupé auprès de moi toujours parce qu'elle le répète en boucle. D'accord. Et tout va la cassette audio, sans révéler la trame, c'est une petite fille qui ne possède qu'une seule cassette audio et qui l'écoute en boucle. D'accord. Et le rapport auprès de moi toujours, et voilà. C'est pour ça que c'est le titre, parce que cette cassette, elle va avoir une importance dans la construction de cette petite fille. Bien. Donc voilà, c'était pour aborder un peu quelqu'un d'autre que Proust. Sans le faire exprès, on a fini sur une note quand même assez japonaise, quoi. Oui, et c'est pour ça que ça m'a fait rire d'avoir regardé celui-là pour la fin, parce que je me suis dit, ça s'enchaîne parfaitement avec ton extrait. Nickel. Même si, c'est vraiment un écrivain anglais, hein. Oui, il n'y a rien de japonais dans son écriture à part son nom. Ouais. Voilà. Très bien. Donc, encore un épisode rondement mené. Et puisqu'on boucle notre deuxième cycle un petit peu thématique, on a rajouté l'orthographe au milieu, mais on va revenir à une question plus
d'expériences personnelles. Et je te propose, Isabelle, de nous pencher la prochaine fois sur la question de la relecture. Ah, bah ça m'intéresse avec mes obsessions de la mémoire et de ce qui me reste des livres. Voilà. Et moi qui ai toujours envie de relire. Donc, c'est formidable. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, on se penche sur la relecture. Entre-temps, donc, vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook, NLDTOP OD, dans Facebook. Pour le coup, on bouge pas, on est prêt à vous répondre. Oui, là, on va... Voilà. Sur Twitter, NLDTOPod. Par mail, noslanguesdantsonoreille@gmail.com. Sur Instagram, noslanguesdantsonoreille. Je crois que j'ai fait le tour. Bah oui, tout à fait. On est disponible vraiment sur toutes les plateformes et à tout instant désormais. Donc on vous souhaite de bonnes semaines, bien confinés, restez Bien au chez chaud. vous. Lisez beaucoup. Voilà, profitez-en. Nous, on va le faire, en tout cas, je Voilà, pense. oui. Et puis on profite d'être par câble interposé pour vous faire plein de bisous. Plein de bisous, plein de léchouilles surtout. Voilà. Sans danger, normalement. Sans danger.旅の衣